Et Salut, voilà, et voilà Hélène qui vient d'arriver. ça va? Ça va bien. Est-ce que tu m'entends correctement? Oui, très bien, oui. Ouais, j'ai le retour de ton micro. Écoute, je vais te proposer de couper le micro. Je vais faire la présentation. Et puis Ok, voilà, on aura peut-être du monde qui va se ramener pendant la présentation. C'est pas un souci. Il faut ok, juste que je là, j'ai ok, l'écran en haut. Mais de toute façon, maintenant, je vais partager l'écran, donc on verra plus ma tête. Du ok. coup, ce webinaire, bah, tu vas entendre des choses que tu as déjà entendues dans la présentation que j'ai faite par rapport à la formation que tu suis, à laquelle tu t'es Mhm, inscrite. Et, mhm. ben, ça va me permettre d'y apporter du complément. Là, en préparant le webinaire, c'est bien parce que ça me rend compte qu'il y a des choses que je peux aussi rajouter encore dans la formation. De toute façon, ce D'accord. webinaire, je l'ai enregistré, enfin, je l'enregistre, et l'intérêt pour moi, c'est après de le mettre à disposition sur la plateforme. Ok, ça Voilà. marche. Bon, Alors moi, j'ai pas encore. En fait, je me suis inscrite, mais j'attendais. Je me suis dit, je vais commencer en introduction par le webinaire, donc j'ai pas commencé la formation, donc j'ai encore ouais. rien vu. C'est tout. Eh Du ben, coup, tout est neuf. c'est très bien, c'est très bien. Ça te permet de prendre ton Ouais. temps, et c'est parfait. Bon, je coupe mon micro. Ça t'embête pas si j'enlève la caméra parce que je me suis pas apprêtée particulièrement, donc comme Bon, ça, je décomplexe. c'était pas absolument Oui. nécessaire. Donc merci beaucoup. Ok. Allez, je vais commencer. Je vais partager l'écran. Je vais juste commencer par montrer ce que j'ai mis sur mon fond vert aujourd'hui. Voilà, la méthode d'Agile n'existe pas. Ça va être mon introduction par rapport à ce webinaire. On entend parler beaucoup de la méthode Agile et je voudrais quand même poser une chose importante, c'est que cette méthode Agile n'existe pas, sauf à partir du moment où vous avez créé la vôtre. Agile, c'est, on va le voir, hein, c'est des principes, c'est une culture, c'est un état d'esprit, c'est pas mal de choses, mais c'est certainement pas une méthode. Une méthode, elle dit, bah, dans tel cas, vous appliquez ça, puis après vous faites ça. Non, c'est pas du tout ça qu'on va trouver dans l'agilité. Donc si déjà c'est ça qu'on vient chercher, on a un problème parce qu'on risque d'être déçu. Voilà. Donc l'agilité n'est pas une méthode jusqu'à ce que vous ayez créé votre propre méthode agile. Donc la méthode agile, ça n'existe pas. Allez, je vais commencer par partager la presse et puis on va y aller. Ok. Juste, tu peux me confirmer que tu vois bien la présentation? Je pense que oui. Oui. Ok, ça marche. Donc ce webinaire, il est public, ça veut dire qu'il est ouvert à tous et qu'il sera diffusé, puisque là je l'enregistre, donc si l'enregistrement se passe bien, la diffusion sera publique. Je vais commencer, normalement j'ai un pointeur laser qui fonctionne, ok, mais qui ne veut pas, c'est pas grave, j'aime bien les problèmes techniques, voilà, ça commence, hop, allez. Donc je vais commencer par me présenter, bon, vu le public qu'il y a, on s'est déjà croisé, je vais quand même faire ma présentation. Donc moi, je suis coach professionnel certifié depuis peu. Je pratique depuis pas mal de temps cet accompagnement au changement et qui va mettre en œuvre des processus pour faire une optimisation de chacun par rapport à des objectifs qu'on veut se fixer ou des choses qu'on voudrait pouvoir changer dans son quotidien, dans son comportement. Je suis agiliste parce que j'ai grandi dans l'agilité en venant du monde du développement logiciel et j'ai eu la chance de faire tous les rôles, que ce soit Scrum Master, Product Owner, j'ai été développeur aussi, je ne l'ai pas indiqué là, pour arriver aujourd'hui à être coach agile, c'est-à-dire sortir uniquement du contexte de Scrum pour aller voir tout ce qui se passe aussi dans l'agilité et qu'est-ce qui peut amener des réponses concrètes. Donc c'est un peu ça le métier de coach agile qui est un petit peu différent du coach professionnel puisqu'à l'intérieur du coach agile, il y a toutes les casquettes qu'on peut imaginer dans l'accompagnement, que ce soit le consultant, le formateur, le mentor, etc. Et aussi une casquette de coach. Donc, je suis formateur, formateur sur tout ce qui a trait à l'agilité, même le management, comment est-ce qu'aujourd'hui on est manager dans un contexte qui se veut agile. Je forme sur Scrum, je forme sur Kanban, je forme aussi en communication bienveillante, et ça a été une partie importante de mon parcours, surtout que j'ai pu rencontrer l'agilité après, et donc ça a pris du sens dans mon parcours professionnel. Communication bienveillante que j'ai appris par la parentalité positive. On va voir après pourquoi. Je suis conférencier également, puisque je fais pas mal de conférences sur l'agilité, sur la transformation.
des individus et des organisations. Et alors, la parentalité positive, parce que je suis papa de 2 garçons et d'une famille, voilà, dans laquelle on va chercher on a beaucoup travaillé sur notre relationnel, sur l'état de soi, la confiance en soi, l'acceptation de soi, et tout ça pour essayer de créer du collectif. Alors pourquoi je prends un peu de temps quand même pour détailler ça? C'est que typiquement, les missions de Scrum Master ou de coach, quand on intervient dans les entreprises, il y a un élément fondamental sur lequel on doit travailler, c'est les individus. Et tout ça, ben voilà, ça fait partie de l'agilité, on le verra, ça fait partie des valeurs de l'agilité. Donc c'est un sujet important qu'il faut mener bien avant les process et les outils, mais j'aurai le temps d'en parler un petit peu plus loin dans cette présentation. Donc, je voudrais déjà poser un avertissement important, qui est que tout ce que je vais dire pendant ce webinaire n'est que la reformulation de ma compréhension de ma réalité d'agiliste. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de garder l'esprit critique par rapport à tout ce que vous allez entendre pour vous fabriquer votre propre compréhension de ce qu'est l'agilité et votre façon de l'implémenter, vous, dans votre contexte à vous. Voilà. Appropriez-vous ce qui a du sens. Donc si ça n'a pas de sens, gardez-le en questionnement, ne le prenez pas pour argent comptant, et s'il faut, je vais dire des bêtises. Donc, alors je ne pense pas, ou peu, et n'hésitez pas à me le dire aussi, mais voilà, ne croyez pas à tout ce que j'ai sur parole, questionnez-le et mettez en pratique, et puis vous verrez bien. J'aimerais qu'on commence par une petite activité. Alors, ça doit normalement pouvoir se faire par smartphone, mais j'y crois assez peu. Je vous invite à aller sur l'adresse framemo.org/webinaire comprendre agile, qui va permettre de pouvoir positionner vos attentes par rapport à ce séminaire. Et on va essayer de le faire vivre en live. Donc déjà, je vais attendre de voir si, alors tous les participants, ça va aller assez vite puisqu'on a qu'à Hélène. Donc si tous les participants arrivent à rejoindre ce petit questionnaire qui est un tableau en fait. Déjà, si je le retrouve, c'est pas mal. Hélène, est-ce que tu arrives à rejoindre cette plateforme, cet outil? Une petite seconde. Ouais. Le temps que je me... Ah, t'es ma seule participante, donc je suis obligé de te faire participer à fond. Je suis, oui, sur un questionnaire. Ça y est, oui. Ok. Bon, c'est un petit tableau qui va permettre de collecter les attentes. Donc, pendant la formation, j'ai utilisé déjà une première phase pour collecter en début de formation quelles sont vos attentes par rapport à la formation. Je vais reprendre le même principe, mais ça va être un peu plus dynamique puisqu'on est en direct. Du coup, de collecter les questions que tu as par rapport à l'agilité sur la base de post-it. Donc, normalement, en bas du tableau, tu vois un plus vert qui te permet de créer un nouveau post-it. Je vais partager mon écran, ça va être plus simple pour faire la démo. Est-ce que tu vois mon écran Oui. Chrome? Question, réponse partielle, réponse complète. D'accord? C'est bon pour ça? Ok. Donc en bas, il y a un petit plus vert. Et si je clique dessus, il se crée un post-it. Ouais. Voilà, les couleurs varient, mais dans lequel je peux écrire quelque chose. Alors c'est bien d'être assez factuel, assez précis et court, parce que ça me permet à moi de pouvoir le traiter. Une fois que tu as écrit ton post-it, hop, tu peux aller le glisser dans les questions. Tu vois le genre? Oui. Voilà. Donc du coup, je vais attendre tes questions. Et ce que je te propose, c'est au fil de cette conférence, eh ben, si tes questions trouvent une réponse partielle, ben, tu peux la pousser là. Et si c'est une réponse complète, ben, tu peux la pousser là directement. C'est à vous de le faire. Moi, je ne toucherai pas ce tableau. J'invite les participants. Du coup, je fais juste que le regarder. Moi, ça me permet de voir où on en est par rapport aux attentes des participants.
Tu peux en rajouter n'importe quand, hein, pendant la conférence, il n'y a pas de souci. Et tu viens bouger tes post-it. Alors, quand il y a plusieurs participants, je demande quand même à ce que chacun ne bouge que ses propres post-it. Même s'il a le sentiment qu'une réponse partielle est arrivée sur la question d'un autre, chacun ses questions. On va travailler comme ça. OK? Donc, je te laisse poser tes questions quand tu te sens OK avec ça. Tu peux couper micro et caméra si tu es du coup plus à l'aise. Et moi, je vais reprendre le fil de ma présentation. OK, donc je viens de te l'expliquer, hein, tu rajoutes tes mémos dans la question. Et alors, le mieux, c'est une question courte et précise, parce que ça me permet de les lire plus rapidement, et ça me permet de ciseler un peu mes réponses, puisque j'ai quand même tendance à beaucoup m'étendre quand je parle. Voilà. Et bon, bah là, tu es toute seule, mais souvent, je demande aussi qu'on mette un pseudo ou quelques initiales pour que je puisse répondre aux personnes en particulier, en direct. Voilà. Allez. Donc, on va faire un petit peu d'histoire. Donc, tu me confirmes, tu as pas commencé à regarder le cours? Bon, d'accord. Mais cette partie-là, elle est pas mal détaillée sur la formation. Enfin, elle est en tout cas plus que ce que je vais m'autoriser à faire maintenant. C'est juste pour poser un contexte en fait, dans lequel s'inscrit l'agilité et pourquoi un jour l'agilité est arrivée. Et ça nous ramène à l'ère industrielle. Hein. L'ère industrielle, c'est début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe. C'est même l'ère pré-industrielle, avec la découverte de la machine à vapeur, où en fait, il y a les façons de travailler qui ont véritablement changé. La force de travail, elle n'est plus donnée par les hommes, elle est principalement donnée par les machines. Les hommes sont là pour faire tout ce que la machine ne sait pas faire, c'est-à-dire des mouvements fins, qui demandent une certaine, je veux dire agilité, du coup dans le sens physiologique du terme, parce que sinon c'est trop compliqué de faire des machines qui seraient capables de faire ces mouvements-là. Donc on a une répartition du travail qui va se faire entre les travaux de force pure et puis les travaux qui demandent un peu plus de minutie. Et dans cette organisation-là, la machine qui a son rythme, l'homme qui a son rythme, qui sont deux rythmes différents, c'est-à-dire la machine, à partir du moment où on l'allume, qu'on l'alimente et qu'on en fait de la maintenance régulière, elle va tourner 24 heures sur 24. L'homme, c'est pas ça marche pas pareil. Du coup, pour produire le plus possible, on va revoir la façon dont les hommes travaillent, et ça s'appelle l'organisation scientifique du travail. Alors, ce n'est pas la conséquence directe, hein, la machine à vapeur égale l'organisation scientifique du travail, mais c'est comprendre qu'on a besoin d'être plus efficace, et pour ça, on va essayer d'y trouver des réponses. Alors, dans les précurseurs de ça, on a Taylor, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui va aller vers la décomposition du travail en tâches les plus petites possibles, avec des personnes qui sont là pour organiser ces différentes tâches. Donc, il y a des personnes qui vont être à la réalisation des tâches et des personnes qui vont être à l'organisation de ces différentes tâches, du processus de production, chose qu'on n'avait pas jusqu'avant, jusque-là, puisque jusqu'à présent, quand il fallait faire quelque chose, on avait une équipe et puis débrouillez-vous, quoi. Il faut faire le job. Et donc, suivant les talents de chacun, on va prendre différents sujets, mais presque quelqu'un pouvait faire quelque chose du début à la fin et puis livrer. Alors, ça va plus se faire. On va plus travailler comme ça, et on va le voir notamment avec Ford qui récupère ça dans sa fabrication automobile. Un secteur d'activité où on va avoir besoin de produire beaucoup. La demande est très forte pour les automobiles, ce nouveau moyen de locomotion. On a beaucoup de gens qu'on veut faire travailler, et on travaille avec des machines qui vont nous aider à produire. Tout ça va prendre du sens pour Ford, pour appliquer complètement ce qui est mis en avant par l'Organisation scientifique du travail. Ça finit par ce qu'on appelle le travail à la chaîne, mais ce qu'il faut en retenir surtout, c'est cette décomposition en tâches avec des niveaux hiérarchiques qui viennent de se mettre en place et qui sont vraiment formalisés dans les moyens de production. Alors, on va quitter cette ère pré-industrielle, on va faire un passage par Toyota, donc on voyage, on va au Japon, et on est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 1948, où chez Toyota, en fait, on va avoir une analyse de la façon de produire. Et chez Toyota, on va viser trois sujets particuliers qui sont les gaspillages, qui sont les surcharges de travail. C'est écrit tout petit, hein. Voilà, c'est pour plisser les yeux.
et qui sont les incohérences générées par des processus. Typiquement, quelqu'un qui ne connaît pas le travail qui est à faire, mais qui a une idée de ce que sont les processus et ce que devraient être les bons processus pour être efficaces, en fait, en étant éloigné du travail, va peut-être générer des solutions qui vont se retrouver être incohérentes sur le métier. Alors que les gens du métier auraient pu avoir une bonne réponse, même s'ils n'ont pas la vision de l'intégralité de la chaîne de production. Donc voilà, c'est ces trois sujets-là qui sont à travailler pour Toyota, et ça va nous amener vers le Lean Manufacturing, tout cet esprit Lean. Alors c'est plus détaillé dans la formation, et je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus, mais qui va vers plus de qualité, plus de productivité, mais en se basant pour cela sur les forces de l'entreprise, notamment les hommes. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les hommes puissent produire le plus possible, être le plus efficace possible? C'est notamment en ne les surchargeant pas, en prenant conscience qu'ils ont besoin de temps pour se reposer, et aussi que c'est pas forcément le plus efficace de demander à une personne de ne faire qu'une chose. Une personne, c'est bien plus que ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour récupérer toute cette richesse que jusqu'à présent, ou sur d'autres modèles, on essaye de ne pas prendre en compte? Voilà. Donc déjà, là, on a un virage. Et ce virage-là, ça nous amène tout doucement vers l'agilité. Dans les années 2000, on a un groupe de personnes qui se sont... Ah, pardon, je vais couper mon micro 2 secondes, parce que si j'y arrive, c'est où? Je sentais bien qu'il fallait que je tousse un petit peu. Donc, on a un groupement d'ingénieurs, de développeurs, des experts du développement logiciel qui se sont regroupés pour faire un constat, celui que dans le développement logiciel, on n'arrive pas à être en bonne relation avec nos clients. Il y a des problèmes systématiquement quand on livre les projets. C'est toujours plus compliqué et ça devient de plus en plus compliqué. Si quelques années auparavant, les technologies étaient relativement simples, même si réservées à certaines parties de la population, mais ça restait simple, les projets restaient petits, et là on se rend compte que en fait, l'informatique prend pied partout, on est dans l'ère du digital. Du coup, les projets deviennent de plus en plus gros et de plus en plus complexes. Pour gérer cette complexité, on se rend compte qu'on ne peut plus travailler comme on le faisait jusqu'à présent, avec la commande d'un client, l'analyse, la prise de décision par rapport à ce qui doit être conçu, le développement, puis on teste, et puis on finit par présenter au client. On se rend compte que quand on arrive à cette phase de présentation au client, il est souvent déçu. Voilà. Ou alors, c'est une application qui ne rencontre pas son public, alors que c'était ce qu'on avait prévu. Bon. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, et donc c'est tenant compte de toutes ces raisons-là, et on va en détailler un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre? Et c'est l'arrivée du manifeste agile avec 4 valeurs, 12 principes, et débrouillez-vous avec ça. Alors, je le fais à la rigolade, mais il y a vraiment très très peu de choses, et c'est toute la force de ce manifeste, c'est que ça laisse la porte ouverte à plein de choses. Donc l'agilité est une réponse à un constat. On ne livre pas dans les délais promis, on ne livre pas au coût prévu, et on ne livre pas le niveau de qualité qui serait normalement attendu par nos clients. J'ai la technique qui ne la met pas, mais c'est pas grave. Donc, un problème sur les délais, un problème sur le coût, et un problème sur le niveau de qualité. Et on pourrait même rajouter que des fois, par rapport à l'intégralité de ce qui a été commandé, des fois, le client il doit s'asseoir sur des choses peut-être qui étaient importantes pour lui. Donc, c'est un constat. Alors, ce n'est pas sur l'intégralité qu'on a tous ces problèmes-là. Néanmoins, sur plus de 70% des projets en développement logiciel, quand ils sont livrés, on rencontre des problématiques de ce genre-là. Et donc, on voudrait pouvoir pallier tout ça. On se rend compte aussi, donc, on ne crée pas des logiciels de qualité, on ne crée pas de relations pérennes avec le client, et on ne crée pas de valeur ajoutée réutilisable. Chaque projet est un nouveau challenge. On a beaucoup de difficultés à réutiliser des choses qu'on a déjà fait. Du coup, voilà, c'est des coûts en plus. On va essayer de changer tout ça. Il y a un contexte qu'on arrive à définir grâce à Cinefin et VUCA. Alors, VUCA en français. C'est deux façons de voir le monde aujourd'hui. Avec Cinefin, on essaye
de définir quels sont les différents types de contextes dans lesquels on peut agir. Donc, je suis sur la partie de droite avec Cinéfine. Bon, on l'a en 4 cases, le simple, le compliqué, le complexe et le chaotique. Si je dois le décrire, je peux imaginer qu'un avion en papier, c'est quelque chose de relativement simple. Chacun est plutôt capable de faire un avion en papier, même si on ne lui a jamais trop montré. À force d'essayer, on peut arriver vers des pratiques de plus en plus efficaces pour arriver à un avion en papier qui vole. Même si c'est qu'1 mètre, peut-être un jour il fera 2 mètres. Et du coup, on va essayer de trouver les meilleures pratiques. Mais on est sur un élément simple. Si je pars sur quelque chose de compliqué en gardant le même contexte, ben on pourrait dire qu'un avion, un vrai avion, ben c'est quelque chose de compliqué, dans le sens où c'est beaucoup de petites choses très simples, beaucoup, mais qu'on a mis ensemble. Et finalement, si on a toutes les pièces, si on a toutes les docs avec les bonnes explications, ben on peut y arriver. Alors ça va être long, c'est compliqué, néanmoins c'est possible. La partie complexe, ça va être plus lié à la navigation aérienne. Si je garde sur le même plan, hein, le même plan d'explication, mais là on va parler de la navigation aérienne, c'est-à-dire qu'on a prévu des voies de navigation que les avions sont censés suivre. Elles sont nombreuses, donc c'est relativement compliqué, mais une fois qu'on a défini ce plan, eh bien on peut dire qu'on a pris beaucoup de choses simples, chacun des plans de vol, et on les a mis ensemble avec des routes aériennes et il y a des horaires qui font que. Sauf que on se rend compte que un avion ne démarre pas à la seconde près pour arriver à la seconde près. Il doit gérer des vents contraires, il doit gérer une quantité de choses qu'on ne peut pas prévoir. Par contre, on sait que ça peut arriver. Et donc, il faut garder une certaine souplesse, une certaine agilité pour pouvoir faire cette gymnastique par rapport au plan qui était prévu. Il faut quand même qu'on garde le cap, mais on a toujours des phases d'ajustement. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a des contrôleurs aériens qui régulièrement vont venir aider le pilote à changer et voilà, et tout le monde s'adapte pour arriver comme il faut à l'aéroport. Et le chaos, si je continue dans ma métaphore, ça serait plus la météo. En fait, la météo aujourd'hui, on sait plutôt la subir. On sait un petit peu la prévoir à plus ou moins long terme. On commence à être meilleur sur ce sujet-là, mais on ne sait pas la gérer. On ne sait pas la piloter. On est dans un élément qu'on est plutôt en train de subir. Donc voilà pour faire la différenciation de ces 4 phases. Et donc l'agilité, on est plutôt au niveau complexe. Donc à partir du moment où on a un élément complexe, l'agilité va trouver toute sa place. Alors pour définir ce que c'est l'agilité, il y a une étude américaine dans les années 80, je crois, qui s'appelle VUCA en anglais et VICA en français, puisque c'est un acronyme, qui définit un monde complexe comme étant volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc volatile parce que on a beau avoir quelque chose un jour, ça peut très bien changer le lendemain. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est évident. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, non, c'était plutôt considéré comme bordélique, en fait, une organisation comme ça. Non, aujourd'hui, c'est classique, quelque chose de volatile. On ne sait pas si demain, on aura toujours ce qu'on a dans les mains. Ça commence à être quand même relativement entendu. On est dans un monde incertain. On ne sait pas forcément gérer tout ce qui nous arrive. On ne sait pas encore une fois de quoi sera fait le lendemain. Donc complexe, on vient de le définir. Et ambigu, c'est-à-dire qu'on a tellement d'informations, chacun a sa propre compréhension. Du coup, on n'est pas forcément en capacité de se comprendre immédiatement au premier coup. Donc voilà ce qui définit un monde complexe aujourd'hui. Dans notre développement logiciel, ça va, ça suit? C'est bien, c'est intéressant? Comme ça? Cool, ok. Dans notre façon de produire jusqu'à présent, de façon traditionnelle, alors les méthodes traditionnelles 2LES, hein, je veux dire, en contexte traditionnel, au masculin, on a tendance dans nos projets à fixer un périmètre avec le client, c'est-à-dire que contractuellement, on va s'entendre sur ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il vient avec le périmètre, il veut qu'on lui fournisse, et avec ça, on va lui faire une estimation en termes de ressources et de délais, c'est-à-dire combien ça va coûter et combien de temps ça va durer, enfin, il va falloir prendre pour avoir le produit fini. C'est vraiment le périmètre qui est fixé,
Et même si derrière, on fait un contrat dans lequel tout le monde s'engage, il faut bien voir que c'est une estimation qu'on vient de faire entre les ressources et les délais. Et typiquement, bah, ça bouge, ça dépasse toujours, ça dépasse toujours, parce qu'on essaye absolument de maintenir ça, et puis ça, bah, au final, des fois, on finit par abandonner des sujets, et donc ça baisse. Donc, un triangle de fer qui marche pas très bien, parce qu'il y a deux côtés qui vont pas, qu'on n'arrive pas à tenir. L'agilité propose de renverser complètement le paradigme en disant, mais ce qui est important pour notre client, pour établir de la confiance, etc., c'est plutôt de lui dire, on va s'engager sur des délais et on va s'engager sur les coûts. Et on va voir avec ça ce qu'on va pouvoir vous livrer. Partant du principe que même vous, client, aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment ce qu'il vous faut. Donc, on va se permettre d'estimer le périmètre et, et de fixer les délais et les ressources. Alors ça, c'est un point qui est vraiment un point dur de l'agile. On fixe les délais et les ressources. On ne livre jamais en retard et on ne demande pas plus que ce qui était prévu à notre client. Ça demande beaucoup de confiance et puis ça demande presque un saut dans le vide pour les clients qui ne connaissent pas l'agilité. C'est compliqué pour eux de se dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils vont payer. Ils ne savent pas s'ils en auront pour leur argent. Bon, quand on fait les parallèles avec les autres méthodes, en méthode traditionnelle, de toute façon, ils croyaient qu'ils allaient avoir un truc pour un budget et dans les délais et ils n'ont rien de tout ça. Donc nous, on assure au moins 2 parties et puis on va voir sur la troisième comment est-ce qu'on arrive à livrer le maximum de valeur. Et là, on est dans un des points les plus importants, livrer le maximum de valeur. Le manifeste. Donc le manifeste, c'est ce qui ressort de cette discussion entre ces experts au début des années 2000 et il a été écrit en 2001. Alors là, je le montre juste pour info. Je donne le lien, agilemanifesto.org, il est accessible en ligne. Il y a 2 pages, une page pour le manifeste avec les 4 valeurs et une page pour les 12 principes. Je vous invite à le lire systématiquement en anglais et puis de vous aider de la version en français si possible. Et je vous demande systématiquement de faire attention aux versions que vous allez trouver en français. Même sur ce site-là, il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais je vais le préciser juste après. Donc, c'est 4 valeurs et 12 principes. Je reviens juste en arrière pour montrer que les 4 valeurs, elles sont là, et les 12 principes, il n'y en a qu'un morceau, mais c'est sur cette page-là. Et c'est tout. Le manifeste agile, c'est que ça. Voilà. Il commence avec une phrase importante. Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mis à fumer des joints autour de la cheminée pour savoir comment est-ce qu'on allait, comment est-ce que ce serait vraiment bien de pouvoir développer. Non, non, c'est concrètement, on s'est rendu compte en faisant des essais-erreurs qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien, et on se regroupe tous ensemble, on les met en commun, et ça nous permet de sortir ces 4 valeurs et ces 12 principes. Voilà, ils ne sont pas sortis du chapeau, c'est vraiment une méthode empirique qui a permis de sortir ces valeurs et ces principes, sachant qu'ils sont toujours ouverts aussi à la critique et que peut-être il vaut mieux revoir certaines parties. Bon, depuis 2000, il n'y a pas eu trop nécessité, donc c'était quand même un premier jet assez réussi. Il n'y a pas eu de remise à jour de ces documents-là, à ma connaissance, comme quoi c'était quand même bien réfléchi, mais en même temps, les gaillards qu'il y a, ils sont 17, c'est que des bons. Voilà. Allez, je passe au concret. Donc, il y a 4 valeurs et 12 principes dans l'agilité. Je vais commencer par les 4 valeurs. Et les 12 principes qu'on voit, c'est comment est-ce que, plus concrètement, on vient décomposer ces 4 valeurs dans la vraie vie. Alors, ça se lit ainsi, les individus et les interactions, plus que les processus et les outils. Des logiciels opérationnels, plus que une documentation exhaustive. La collaboration avec le client, plus que la négociation contractuelle. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Si je reprends, c'est ce qu'on avait ici, pour chacune des valeurs. Donc présenté comme ça, parce que une petite différence, c'est qu'ici c'est écrit en gras ce qu'on souhaite, plus que c'est écrit en petit, la suite. Alors l'idée, c'est pas de dire on veut ça, mais on veut plus ça. Non, tout ça c'est nécessaire et c'est acceptable, il n'y a pas de souci. Il y a juste qu'on s'est rendu compte qu'il vaut mieux privilégier ça quand on a un problème avec cette partie-là. Donc, si on a un problème avec les processus, les outils, typiquement,
j'ai mon logiciel qui ne me permet pas de saisir la compta comme je voudrais le faire. OK, donc ce n'est pas le bon outil. Ce n'est pas à l'individu de changer sa façon de saisir les choses comme l'ont prévu l'éditeur. Non, l'agilité dira, ben, OK, donc tu es mon utilisateur, dis-moi comment tu travailles. Et à ce moment-là, j'essaierai de comprendre comment est-ce que je dois modifier mon application pour que tu puisses travailler correctement. Et là, on parle d'application, donc c'est des questions qui reviennent souvent. Tiens, du coup, je vais regarder les questions qui sont en cours. Hop. L'agilité, dans quel cadre, quand, pour qui? OK. Bon, je reprendrai après. Mais pour reprendre les questions que je vois arriver, en dehors de l'IT, en dehors du développement logiciel, qu'est-ce qu'on fait avec l'agilité? Ben, regardez, pour moi, ça paraît évident. Il y a peut-être quelques mots à changer. Mais globalement, à n'importe quel moment dans votre expérience professionnelle, vous allez être confronté à des processus et à des outils qui vous pourrissent la vie alors que vous voudriez pouvoir travailler autrement. Typiquement, tiens, il faudrait absolument que je puisse poser des congés pour ça parce que, bon, eh bien, vous demandez à votre chef, il vous dit, bah, tu as un outil. Donc, vous saisissez dans l'outil, oui, mais votre cas de figure, il n'est pas. Donc, vous risquez de même pas pouvoir faire votre demande parce que l'outil va vous bloquer, parce que votre cas particulier n'est pas pris en compte. Il serait quand même plus intéressant que vous voyez ça directement avec le manager, valider ensemble que ça a du sens, que ça pénalise pas, voilà, qu'il soit OK, puis qu'il puisse mettre un peu de mou aussi en disant bon d'accord, c'est une exception, je fais un cadeau aussi, tout ce qu'on veut. Mais là, on avance. Là, on rend service et puis on peut travailler ensemble. Quand on se base uniquement sur des outils ou sur des processus qui ont été écrits pour un certain contexte, eh bien, comme le contexte change en permanence, il se peut très bien qu'ils ne répondent plus du tout aux besoins et qu'ils nous empêchent d'être efficaces et performants en fait. Donc là, je le fais sur une demande de congé qui n'est pas forcément l'outil qui permet le plus de performance dans l'entreprise, quoique. Mais pour tous les types d'interactions, pour tous les types de process qu'on va trouver dans l'entreprise, c'est vraiment à questionner. De la même façon, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Alors en termes de développement logiciel, ce qu'on dit toujours, c'est que le client, il est content d'avoir une doc, c'est sûr. Ils demandent tous d'avoir une doc. Mais s'il n'a que la doc, qu'est-ce qu'il va faire avec son application? Si on prévoit de tout livrer à la fin et rien entre-temps, tant qu'on n'a rien livré, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à la fin, mon client, il n'a rien, si ce n'est une doc. Et la doc, c'est souvent le contrat, c'est souvent les engagements. C'est souvent de lui dire le logiciel, il est prêt à 80%. Ça s'appelle un rapport. Ce rapport, c'est une documentation sur l'état d'avancement du projet. C'est super. Mais qu'est-ce qu'il en fait, mon client? Aucun intérêt. On préférait, à la limite, qu'il n'y ait pas tous ces documents et qu'on lui donne un bout de logiciel, un truc qui marche. Alors, c'est peut-être pas l'intégralité du logiciel, mais c'est au moins une partie fonctionnelle et peut-être même qui peut déjà la pousser en environnement de production sur le marché grand public pour commencer à rentabiliser dessus et rentrer des sous qui permettraient de payer la suite du développement. Donc, vous voyez à quel point, évidemment, c'est important d'avoir une documentation qui explique le produit. C'est important d'avoir des contrats, on le voit sur le point juste après, et c'est important d'avoir une communication formalisée avec le client. Mais l'impératif, l'essentiel, c'est quand même le logiciel pour le développement logiciel. Et là, on peut remplacer le logiciel par besoin ou par réponse à des besoins. Mais quelque chose qui, voilà, par rapport à votre client, alors je ne sais pas, suivant les différents types d'activités, le logiciel se change assez facilement. Mettez-le par rapport à votre contexte. La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. Donc le contrat, c'est important. Le contrat, ça définit que dans notre relation, on a un problème de confiance. Voilà, dans la formation, je prends l'exemple, si quelqu'un me demande ma voiture, il y a des gens avec qui ça va être nos problèmes, prends les clés, et il y a des gens avec qui je vais être très regardant, je vais demander une reconnaissance de dette si jamais il y a un problème, des engagements, et peut-être ça finira en contrat de location. Et je lui ferai payer une assurance particulière, je ne sais pas, mais voilà, suivant le niveau de confiance que j'ai avec la personne, c'est-à-dire que si ça se passe mal, comment on fait? Il y a des gens avec qui j'ai besoin de rien écrire, et il y a des gens avec qui j'ai besoin d'écrire. Et c'est un vrai besoin, il n'est pas à rejeter, c'est pas sale de faire des contrats, mais il y a juste de comprendre que plus on va écrire des contrats, et plus on va être embêté pour aller vers le bon produit, puisque ce contrat il est défini au départ, et il va nous figer un cadre de travail, alors que notre contexte, lui, autour, puisqu'il est VUCA, il est complexe, notre contexte, il évolue. Donc, on ne va plus être apte à répondre aux évolutions du contexte si on est dans un contrat qui est trop restrictif.
Et on préfère largement collaborer avec le client. Ça veut dire qu'il faut quand même un minimum de confiance. On aura besoin de cette collaboration avec le client, puisqu'à la base, on a décidé de travailler ensemble, mais on est parti du principe que ce qu'on devait livrer à la fin, au début, on a une vague idée, mais on ne sait pas encore trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc, il va falloir qu'on travaille avec le client par rapport à ce qu'on lui livre au fur et à mesure pour pouvoir avancer. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Là, on suit un petit peu ce qui a été dit dans la négociation contractuelle. Le plan, c'est bien de faire un plan, mais à partir du moment où on se met à l'ouvrage, souvent, on se rend compte que le plan n'était pas bon, qu'il faut le changer. Il vaut mieux changer le plan et dire, bon, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce plan, et d'accord, ça ne servait à rien finalement, que de dire, on a passé beaucoup de temps à ce plan, donc du coup, carburer, pour qu'on rattrape le plan. En fait, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas le plan qui est important. C'est le contexte qui nous pilote. Donc, si le contexte change et n'a pas été prévu par le plan, c'est normal que ce soit le plan qui change. Et donc, on va s'adapter. On va chercher systématiquement à avoir cette adaptation. Et là, on est parti pour les 12 principes et il y a du texte. Alors, je vais faire un petit break juste pour regarder les questions. J'ai vu une question qui est arrivée, elle est repartie sur le contrat. Bon, il n'y a plus besoin, quoi. Hop. Hop. Je vois plus les vidéos. Bon, c'est pas grave. Bon. Faut pas s'inquiéter, je suis en train de chercher une fenêtre de zoom qui me donnait. Ah ben voilà, je voyais, ça y est, je revois la tête d'Hélène. Donc ça va mieux. Ok. Donc j'ai disparu le contrat, c'est bon? Ok. Alors, à ce moment-là, plutôt que l'effacer, mets-le dans réponse complète. Comme ça, moi, ça me fait mon historique. Cool. Allez, on part sur les 12 principes, mon petit marathon. Et je vais devoir m'arrêter sur chacun. J'ai jamais trouvé de façon très sympa de les présenter pour que ça tienne sur une diapo. Et normalement, sur une diapo, il ne faut pas beaucoup de texte. Donc, je vais les lire et puis on va les décomposer une par une. Je vais déjà les lire comme il faut. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Ce premier principe, il décrit de façon extrêmement simple, mais il décrit intégralement la façon dont on va vouloir travailler avec notre client. On part du principe qu'on ne sait pas quel est le bon produit, et donc il va falloir qu'on lui montre systématiquement qu'est-ce qu'on en a compris. Et on va lui permettre aussi de dire à n'importe quel moment, stop, en fait, c'est bon, j'ai assez là. Du coup, il faut que ce qu'on lui livre, ce ne soit pas que des morceaux qui ne soient pas fonctionnels. On a vu, on a une des valeurs qui nous demande de livrer un logiciel opérationnel plutôt que de la documentation. Donc, plutôt que de lui dire, OK, donc on a défini une partie de ce truc que tu nous as demandé, dans tout ce contexte-là, maintenant on va s'attaquer à ça, c'est des sujets compliqués, on va te les sortir maintenant, oui, mais ça n'a pas de valeur parce que je ne peux pas l'utiliser, moi, client. Je ne peux pas amener ça à mes utilisateurs. C'est que un bout qui permet d'envoyer à l'impression, mais à aucun moment on a une gestion de fichiers, par exemple, ou ça me permet de payer en carte bleue, j'ai pas de caddie, j'ai même pas de boutique. Oui, bon, d'accord, mais ça vient après. Enfin, ok, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, pour que ça ait vraiment de la valeur ajoutée, il faudrait déjà commencer par, est-ce qu'on pourrait afficher un produit? Parce qu'à partir de là, je peux déjà dire, est-ce que ça donne envie à mon client? Et puis, si ça lui a donné envie, bon, ça veut dire que peut-être il va me pousser à ce que maintenant, je pourrais le commander. D'accord? Du coup, le choix, ça va être quoi? On fait le paiement ou on fait le caddie? Peut-être que le caddie, il n'en a pas besoin. On peut dire, les utilisateurs, vous achèterez les produits un par un. Puis vous referez un paiement à chaque fois que vous voulez. Et puis après, on passera au caddie. Peut-être ça peut être du coup plus intéressant. Mais ce qui a le plus de valeur, c'est le paiement. Ce n'est pas de le mettre dans un caddie que je ne peux jamais récupérer. Voilà comment on va essayer de travailler, sachant que tout ça est important et est intéressant pour la valeur du produit, mais ce n'est pas ce qui a le plus de valeur pour nos utilisateurs. Donc c'est ça qu'on va faire, toujours travailler sur ce qui a le plus de valeur pour notre client. Alors quand on dit client, ça veut dire pour nos utilisateurs finaux. Notre client devra être capable de vraiment représenter les utilisateurs, parce que c'est les utilisateurs qui payent mon client et qui permettent à mon client de nous payer. Voilà pour le premier principe.
qui est juste déjà, ça change la façon de travailler. Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. On l'a vu, on est dans un monde qui change, un monde complexe. Et donc, si le contexte vient à changer, il faut que mon client puisse s'adapter. Et s'il vient de nous demander de développer quelque chose, et il revient 2 jours après, alors qu'on a quasiment fini, il vient nous dire, non, en fait, erreur, il faut changer, il faut qu'on fasse, eh ben, on ne va pas lui dire non. Parce qu'on ne va pas finir de développer ce qui finalement n'a plus de sens. Donc bien sûr, on va dire: «Ah OK, bah, super, bravo, déjà super, tu t'en es rendu compte, c'est génial». Parce que, tu aurais pu fermer les yeux, tu aurais pu avoir peur de nous le dire et après nous reprocher ou essayer de ne pas le payer, donc c'était non, donc c'est super, et puis, bah, nous, l'équipe qui avons, fabriqué ce produit, bah, on est super contents parce qu'on t'a permis, d'avoir l'opportunité de comprendre qu'il n'était pas tout à fait adapté. Donc, on t'a livré ce qu'il fallait quand il fallait. Alors, peut-être on aurait pu le livrer plus tôt pour que tu le comprennes plus tôt, mais déjà là, c'est pas mal. Donc voilà, le changement, c'est l'accueillir, mais vraiment de façon positive, hein, parce que ça va construire nos relations et que c'est une super opportunité pour éviter les gaspillages. Livrer fréquemment, troisième principe, livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Ce qu'on veut éviter là, c'est le mode tunnel, c'est-à-dire de commencer une opération, de se mettre d'accord, et puis on rentre dans un mode tunnel où plus personne ne sait ce qui se passe, pour à la fin dire on a fini, on a livré. Bon, sachant qu'à la fin, on n'arrive jamais à dire on a fini, on a livré. Mais admettons, on préfère dire ici, hop, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Tout ça pour gérer. Alors, j'aurais pu faire un schéma pour ça. Il y a un truc, ça s'appelle le cône d'incertitude. Alors, je vais le faire comme ça. On va dire qu'on est là, au début du projet. Voilà. Et puis, notre produit, non, pardon, je vais le refaire. Notre produit, il se situe par là, d'accord? Et puis, nous, on est à peu près par là quand on démarre. Et ici, on a, on a la méconnaissance du sujet, l'inconnu, donc qui va baisser, hein, puisque plus on va avancer dans notre sujet, plus les inconnus vont baisser. Et ici, on a le coût du produit qui monte. Voilà. Donc, notre produit, il va être par là. Donc, alors je vais arrêter avec mes bras hein, parce que je me fais mal là à force, mais l'idée c'est de dire, on va commencer, on va prendre une direction. Et donc, on va aller par là parce on estime que le projet est par là. Voilà. Le bon produit se situe par là. Si je fais mon mode tunnel, là, je me plante bien et je file tout droit vers mon projet. Et ici, je me rends compte que, en fait, non, il était là. Il n'était pas loin, mais il était là. Bon, ben, on s'est vautré. Donc, ce qu'on préfère faire, sachant qu'en plus, il peut bouger pendant les développements, hein, même si on avait bien visé, le contexte change. Donc, mes utilisateurs peuvent changer d'avis, peut-être il faut changer d'âge. C'est pas la bonne tranche d'âge, peut-être. Bon, bref. Donc, tout ça bouge. Et donc, on préfère faire un point d'arrêt. Est-ce qu'on est bon? Et puis, on se dit, non, il est plutôt par là. Donc, on va redescendre un peu. Est-ce qu'il est bon? C'est vraiment cette image, ah, on est trop bas. Est-ce qu'on est bon? Et en fait, on s'aperçoit que plus ça va, moins on fait des changements importants parce qu'on arrive à cibler de mieux en mieux notre sujet. Bon, et ça, on peut le faire en livrant le plus important. Qu'est-ce qui nous permet déjà de définir le mieux possible notre cible, etc. On va commencer par livrer ce qui est le plus important pour qu'au fur et à mesure, les mouvements de notre produit, ce qu'on est en train d'essayer de cibler là, ça bouge avec le moins de battements possible. En livrant ce qui a vraiment le plus de valeur, on est en train de cibler très fort nos clients. Donc, au lieu de bouger dans tout ça, hop, ça va bouger plus que dans tout ça. Et ça nous permet, en fait, au fur et à mesure, de taper sur exactement le bon produit. Mais quand je dis exactement, c'est pas du flan, hein. C'est vraiment exactement ce produit-là. À chaque fois qu'on est en train de retailler, on est en train de redéfinir exactement quel est vraiment le bon produit. Et ce qui est loin de tout ce que peut promettre une méthode de développement traditionnelle avec un plan à 6 mois, 1 an, 2 ans, avec une grande espérance de pouvoir atteindre un jour ce que voulaient nos utilisateurs. Bon, j'en suis où là? Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Ben oui, ça c'est important, puisque en fait, finalement, personne ne le connaît ce produit. On ne sait pas à quoi il doit ressembler et on ne sait pas forcément comment le réaliser ou à quoi va ressembler ce qui va sortir, ce qu'on est en train de réaliser. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire l'adéquation entre ce qu'on a rêvé, ce qu'on a imaginé,
Et la compréhension du logiciel tel qu'il est aujourd'hui, du produit tel qu'il est aujourd'hui, bah, il faut que les gens qui ont envie d'utiliser le logiciel et ceux qui sont en train de le développer se rencontrent fréquemment, voire constamment. Et on pousse même à dire quotidiennement. Il faut vraiment être en relation en permanence. Si on ne fait pas ça tous les jours, mettons, si on le fait que tous les 2 jours, bah, ça veut dire que pendant 2 jours, on a des gens qui ne communiquent pas ensemble et pendant ce temps, le nouveau produit est en train d'arriver et peut-être que pendant 2 jours, on s'est trompé de direction. On a beaucoup d'humilité à dire que même quand on a défini une direction et qu'on est parti à le faire, il vaut mieux avoir un contrôle systématique, constant, pour dire non, non, c'est bon, c'est la bonne direction, on ne s'est pas bien compris. Hop, on refait un petit peu. Donc voilà, on travaille quotidiennement tout le long du projet. Réalisez les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Il y a 2 mots extrêmement importants, même 3, entre motiver, soutien et besoin, pardon, et confiance. Je pense que là, on est en train de poser un cadre assez novateur dans nos entreprises aujourd'hui. Euh, Avoir des personnes motivées aujourd'hui, à part les motivations extrinsèques, c'est-à-dire tout ce qui va être financier, les primes, etc., nos managers ont assez peu d'imagination. Je fais une grosse généralité en disant quand même que ça change pas mal et que je vois beaucoup de nouveaux managers aujourd'hui qui arrivent et qui ont compris que ce n'était pas ça qui permettait vraiment de motiver les gens. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des primes, hein. C'est intéressant, mais ce n'est pas ça qui motive les personnes à intervenir. Si vous ne leur donnez pas assez ou si à un moment vous ne leur donnez plus, vous allez avoir des trucs en retour. Donc ça ne s'appelle pas de la motivation. En tout cas, c'est une motivation extrinsèque qui marche beaucoup moins bien que des motivations intrinsèques. Par exemple, comment est-ce qu'on prend soin de moi? Comment est-ce qu'on me dit que je suis utile? Est-ce qu'il y a du sens dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je comprends que je travaille à un truc plus grand que moi? Bon, voilà. Toutes ces sources de motivation-là sont à travailler. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin. Évidemment, on est responsable des gens pour qu'ils travaillent dans le meilleur environnement possible. J'ai vu, moi, des développeurs qui travaillaient sans PC, hein, parce qu'on ne leur a pas fourni. Donc, ils doivent venir avec le leur. C'est quand même incroyable, mais ça se voit. Mais ça va plus loin que ça. À un moment, si l'équipe qui développe détermine qu'il y a besoin d'un logiciel particulier pour pouvoir vraiment travailler proprement, ouais, mais ce logiciel, il a un coût. C'est-à-dire, il n'est pas gratuit. Donc, il y a une licence. J'ai vu aussi des moments où on leur dit non, non, vous ne l'aurez pas parce qu'il y a une licence de 10 euros. Oui, mais nous, on a décidé qu'on ne paierait pas. Ben ouais, mais ça, c'est un principe qui ne va pas favoriser l'équipe, quoi. Donc, ils ne se sentent pas entendus et ils n'ont pas l'environnement et le soutien dont ils ont besoin. Et de leur faire confiance pour atteindre les objectifs fixés. Ça, typiquement, c'est quand on fait du reporting pour essayer de voir est-ce que dans le nombre d'heures qu'ils ont fait, ils ont fait autant de lignes de code que prévu. Donc, quand on les suit à la culotte, quand on est toujours en train d'essayer de voir si est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, ça ne permet pas de motiver les personnes non plus. Quand on fait confiance aux personnes et qu'on les responsabilise, on a des gens qui sont adultes par rapport aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, plutôt que des enfants qu'on est en train de materner tout tranquillement. Et suivant. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. Là, pour le faire vite, si vous avez quelque chose à dire, levez-vous, allez voir la personne, discutez, prenez un tableau pour faire des dessins si ça peut vous aider à comprendre, plutôt que d'envoyer un mail. Voilà. Ou à la limite, vous pouvez envoyer un mail. S'il y a un retour de mail qui vous demande un deuxième mail, ne faites pas le deuxième mail. Le deuxième mail devrait être interdit. Au deuxième mail, je sens bien qu'on ne s'est pas compris, il faut qu'on se voit. D'accord? Donc, il y a des graphes qui montrent l'efficacité de la communication par rapport à la chaleur de la communication. Donc, quelque chose de froid, ça pourrait être le télégraphe, par exemple, et quelque chose de chaud, c'est la conversation en face à face avec un tableau. Mais voilà, quand on en est au mail, on peut essayer le télégraphe, le courrier à cheval, les signaux de fumée si on veut, pour essayer de trouver des choses qui soient vraiment pénalisantes dans la capacité de communication. Alors, si on veut être sûr de ne pas être compris, écrivons des mails. Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Bon, on l'a déjà vu avec les valeurs, mais l'idée, c'est de dire, moi, je ne vais pas dire à un client que le produit, il est prêt à 80%. Oui, mais il est où là? Je peux m'en servir? Non, parce que tout est prêt à 80%. Et donc, il n'y a rien à 100%? Non. Agile dit un produit qui est complètement à 80% est à 0%. Voilà, c'est tout. C'est assez binaire. Soit c'est fini,
soit ça l'est pas. Voilà. Et mon client, il veut des trucs finis. Donc, même si ce n'est pas l'intégralité du logiciel qu'on lui livre, tout ce qu'on lui livre, c'est directement utilisable. Et on va s'attacher systématiquement à lui livrer tout le temps quelque chose qui soit immédiatement utilisable. Même si on a défini des cycles courts de livraison, eh bien, on livrera des petites choses, mais complètement utilisables. Les processus agiles encouragent tiens, on est sur le rythme. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Alors là, je fais le parallèle avec Scrum. Scrum qui définit des itérations. En anglais, ça s'appelle des sprints. Le problème, c'est que nous, en France, le sprint, c'est une course où il faut booster, booster, booster. Et quand on arrive à la ligne d'arrivée, on s'écroule. Oui, sauf qu'en Scrum, typiquement, un sprint, derrière le sprint, il y a un deuxième sprint et un troisième sprint. En fait, il n'y a jamais de pause. Donc, si mon équipe, elle fait son premier sprint, elle s'écroule et elle ne peut pas attaquer le sprint suivant, j'ai un problème. Donc, non, il faut un rythme cool. Moi, j'aime bien qu'on ne charge pas, quand les gens décident du travail qu'ils ont à faire, j'aime bien qu'ils se limitent à 80% de charge et laisser 20% pour tout ce qu'ils vont avoir à faire autour et qu'on n'est jamais en capacité d'imaginer. Typiquement, je suis en train de développer sur quelque chose et puis j'ai mon collègue qui me demande une info parce que je peux vraiment lui rendre service en lui donnant cette info. Il faut que je me déconnecte de ce que je suis en train de faire, que je prenne le temps de me connecter à son besoin à lui, que j'y réfléchisse, je lui donne l'info, même si c'est très court. Mais une fois que c'est fini, je me déconnecte de ce qu'il vient de me demander, du contexte, et je me reconnecte à mon boulot. J'ai perdu 20 minutes au minimum. Au minimum, même si c'était qu'une question et j'avais la réponse directe. En gros, le temps de me reconcentrer, je perds beaucoup de temps. Donc, je prévois toujours de la marge. Ce n'est pas de la marge pour dire non, mais comme ça, on est cool et on peut travailler tranquillement. Non, c'est de la marge parce que si je ne la prévois pas, évidemment, comme un processeur qui marche à plus de 100%, en fait, la machine, elle plante, quoi. Ça finit par ramer. Ça fait un goulet d'étranglement. Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'agilité. Oui, parce qu'à partir du moment où on dit à notre client c'est fini, c'est fini. On n'y revient pas, sauf si le client décide que finalement on va faire autrement parce qu'on a trouvé un moyen plus efficace. Mais ce n'est pas pour dire à notre client on t'a livré un tas de boue, une bouse qui va te péter entre les doigts et que nous, derrière, mais t'inquiète pas, il y a une phase de garantie, donc tout ce qu'on te livre, c'est pris en garantie, tu ne payes pas plus. Si, en fait, il va le payer parce que tout ce que vous faites en résolution de problèmes, en debug, etc., c'est du temps que vous passez à ne pas produire son logiciel. Donc, même si au final, il aura dépensé le même argent, il n'aura quand même pas le même produit à la fin. Donc, on s'attache à développer un petit peu moins vite, là encore, on essaie d'aller moins vite à fond, mais surtout en gardant un certain niveau de qualité. On voudrait viser du zéro défaut. Quand on livre quelque chose, c'est exactement ce que le client voulait, ce que les bonnes pratiques nous engagent à faire, et ce que l'ensemble de l'équipe correspond comme étant une certaine excellence, un certain niveau d'excellence. Des fois, avec la pression, des délais, etc., les équipes peuvent essayer d'oublier ça. Ils vont se leur prendre dans les dents hyper rapidement. Donc, on cherche l'excellence technique et une bonne conception. Et on va reparler de la conception un petit peu après. La simplicité, c'est-à-dire l'art de maximiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Alors, petit arrêt là-dessus, la simplicité. En français, la traduction, vous allez voir, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Alors, en anglais, il y a écrit, c'est l'art de maximiser, et ça me va beaucoup mieux. On pourrait dire que oui, c'est important de minimiser la quantité de travail qui est inutile. Voilà. De la retourner dans l'autre sens, non, moi je dis il vaut mieux maximiser parce que c'est un véritable effort. Et quand on parle d'art, c'est un véritable art de questionner suffisamment, d'être suffisamment pénible des fois avec le client, à le questionner à quoi ça sert pour être sûr que quand notre client nous demande quelque chose, on ne va pas développer quelque chose pour rien. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert pour tes clients? Mais pourquoi ils en ont besoin? Et pourquoi à ce moment-là, ils en ont besoin? Parce que peut-être il y a une autre fonctionnalité qui pourrait peut-être faire ça au lieu de redévelopper un truc. Je fais attention parce que je vois alors, on est arrivé à 18h pour le webinaire. J'espère que Zoom ne va pas couper. Bon, je vais continuer quand même.
La simplicité, c'est fait. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. C'est-à-dire que la façon dont on va travailler, les technologies qu'on va utiliser, les langages qu'on va utiliser, les supports qu'on va utiliser, enfin, tout ça, ça doit venir de l'équipe. Il ne faut pas qu'on dise à l'équipe comment elle doit bosser, tout simplement parce que si moi je dis à quelqu'un comment il doit faire, ben, c'est mon point de vue, avec mes compétences, mes connaissances, qui font que je sais que si moi je ferais comme ça, ce serait la meilleure façon de faire. Et si je ne poussais à quelqu'un d'autre, pour qui ce n'est pas vraiment ses compétences, ce n'est pas sa connaissance, etc., ben, je vais lui pousser un truc où il ne sera pas performant. Donc je l'empêche d'être performant tout simplement parce que je lui ai poussé mes croyances en fait. Donc, si je laisse l'équipe s'organiser, etc., ben, ça risque probablement d'être très différent de ce que moi j'imaginais. Peut-être, dans l'absolu, ce serait moins efficace que ma méthode à moi, sauf que ce que je ne dois pas oublier, c'est que, sachant que c'est leur méthode, c'est avec celle-là qu'ils seront le plus efficaces. Donc, si je veux les amener à d'autres méthodes plus efficaces, eh bien, il faudra peut-être prévoir de la formation, etc., pour qu'eux, maintenant, choisissent d'utiliser cette nouvelle façon de faire. Mais il vaut mieux qu'ils travaillent d'abord avec ceux qui savent faire et ceux qui maîtrisent. Quand le client a un besoin particulier, la réponse technologique, technique, c'est pas au client de la pousser en disant ouais, je voudrais que vous utilisiez une base de données là avec machin, etc. Et si les développeurs ne maîtrisent pas la techno, eh ben, ils vont travailler beaucoup moins bien que s'ils avaient trouvé une réponse, peut-être un petit peu farfelue, mais en attendant qu'ils maîtrisaient de A à Z. Et après tout, il y a des milliers de façons différentes de répondre à un besoin. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Ça, c'est les moyens d'introspection qu'on a. C'est que de la même façon qu'on ne sait pas quel est le bon produit, on ne sait pas quelle est la bonne façon de travailler ensemble, comment faire pour être efficace ensemble dans nos interactions, dans nos processus et dans nos outils. Est-ce que ça marche bien? Eh bien, justement, on va prendre un temps pour mettre en avant les individus et les interactions et trouver ensemble quelles sont les améliorations qu'on peut mettre en place dans ce principe d'amélioration continue. Voilà pour les 12 principes. Ça fait un sacré paragraphe à sortir, mais juste avant la fin, je vais quand même finir par... Du coup, quand on fait de l'agilité, on commence par quoi? Il y a un graphique que j'aime beaucoup, donc je me suis permis de le prendre direct. J'ai récupéré de là, mais il existe sous plein de versions. Donc je vous fais au moins de la pub pour Adventures. Par quoi on commence? Eh bien, si on prend une décomposition avec l'état d'esprit en vert, les valeurs, les principes, les pratiques et les process et les outils, eh bien, il faut absolument commencer par le mindset. C'est certainement pas en mettant d'abord les process et les outils, puis les pratiques, puis essayer d'avoir des principes, puis des valeurs qu'on arrivera un jour à avoir un mindset. Ça marche pas, ça. Ou alors c'est très coûteux. Et c'est ce que je regrette beaucoup dans les implémentations agiles quand on me fait intervenir. Il faudrait qu'ils utilisent Scrum, faites-leur appliquer Scrum. Ben, je suis désolé, mais tant qu'on n'a pas commencé par le mindset, c'est pas la peine de commencer à partir dans les pratiques et les outils qui sont symbolisés. Quand un manager me dit faites-leur appliquer Scrum, eh ben, on veut des itérations, on veut un Kanban, on veut des estimations en points sur des user stories. Ok, ben là on est dans les zones en bas, quoi, tous les process et les pratiques un petit peu. Mais on a oublié que tout ça, d'abord, il faut un mindset pour arriver à vraiment l'implémenter. Et peut-être que la réponse, ben, en fait, ce sera il ne nous faut pas Scrum, il nous faut autre chose. Voilà. Donc, commencer déjà par les pratiques et des outils, c'est vraiment pas le meilleur moyen. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais c'est vraiment pas le meilleur moyen. C'est ce qui prendra le plus de temps. Et à mon avis, ça peut faire un x4 sur les durées d'implémentation d'une pratique agile. Donc, moi, Scrum Master aujourd'hui, quand j'interviens, je commence déjà par le mindset. Et puis, tout le reste, on verra. Continuez à travailler comme vous faisiez jusqu'à présent. On va déjà commencer à travailler sur votre mindset et souvent d'abord le mindset de votre management. C'est la pique pour le management. Donc, pour aller plus loin, je fais quand même la petite promo pour la formation à distance qui est en cours. Mais Hélène, tu es au courant, voilà, dans laquelle il y a pas mal de choses. Alors, Hélène, tu les vois arriver au fil de l'eau, ou tu vas les voir arriver au fil de l'eau. Tu vas te rendre compte qu'il y a encore des choses qui manquent. Mais voilà, je vous les donne au fur et à mesure. Alors, pour vous faire patienter, pour vous permettre de bien assimiler ce qui est disponible en attendant ce qui va arriver, et puis pour moi, me laisser le temps de produire aujourd'hui ce qui manque, parce qu'avec ce confinement, j'ai quand même pris un peu de retard sur la production. Voilà.
Et alors, est-ce que tu veux rouvrir ton micro pour qu'on échange et peut-être aller directement sur les questions-réponses? Oui, alors ça y est, mon micro est ouvert. Merci déjà, c'était super, hyper intéressant. Cool. Et même, enfin, même enfin, l'avant-dernière diapo où il y a les 12 principes où on se dit, bon, comment on va l'avaler, puis au final, à chaque fois, les illustrations que tu donnes et les petits... Moi, j'ai noté plein de choses que tu as dites parce que j'aimais bien les images un petit peu que tu as mises pour chaque principe. C'était hyper intéressant. Après, c'est dense. Mais Ah oui. J'avais voilà. prévenu. Hein? J'avais prévenu. 1 heure, c'est Oui, bon. oui, oui. Voilà, voilà. Euh, et après, bah, mes questions, en fait, dans les questions, il y avait notamment, est-ce que, du coup, oui, tu l'as un peu dit, mais est-ce que ça peut sortir du cadre informatique un peu, Ouais. l'utilisation de la méthode agile? Alors, pour le dire rapidement, ouais, carrément, parce que l'agilité, on l'a vu, il n'y a pas de méthode, hein, elle n'existe pas. On est plus sur des valeurs, des principes et quelque part une certaine culture, un état d'esprit. Voilà les mots qui sont sortis. Alors, ça ne définit pas parfaitement, précisément ou complètement ce qu'est l'agilité, mais voilà à quel niveau on va se trouver. Et donc, c'est applicable partout, en fait. Moi, je l'applique en famille, dès que je peux les valeurs, les principes agiles, et même des outils, un Kanban des familles pour organiser un week-end, il y a plein de choses à faire, ou voilà, Trello est très répandu pour un maximum de choses, mais c'est la base du Kanban, Trello, l'application. C'est de dire, il y a tout ça à faire, ça en est où, qui veut s'en occuper, mais voilà, quand on le fait de façon agile, avec les valeurs, les principes, derrière, on peut utiliser un Kanban de façon assez tranquille, quoi. Donc, moi, j'applique l'agilité tout le temps, dans ma vie. Là, je suis en train de monter une formation, j'essaye de le faire de façon agile, heu, Mhm. avec le fait que le public est souvent aussi attentif à une formation classique où il y a déjà tout le contenu, où tout est propre, tout est léché. Moi, c'est pas ce que je vous promets. C'est une formation qui va s'adapter en fonction de vos retours. Donc, plus vous allez me faire de retours, plus je vais pouvoir ciseler. Là, je vous ai donné Mhm. de la matière et typiquement, je sais que les montages sont pas parfaits, des fois les images sont un peu crado, enfin, voilà, la caméra est pas bien. Bon, c'est pas mon métier, hein. Mon métier, il est de transmettre du savoir, transmettre de l'agilité. Donc, ce que je dois donner, le minimum vital pour ça, c'est de vous donner mon savoir. Et après, la forme autour, ce sera bien de la travailler, mais comme c'est pas mon truc, c'est pas mon sujet, là, c'est sur vos retours. Et puis, il y a peut-être des sujets que je ne vais pas aborder. Du coup, typiquement, le genre de questions que tu poses là, moi, ce n'est pas prévu dans ma trame au début. Je Oui. sais que toutes ces questions existent, mais je ne vais pas essayer de répondre à tout parce que peut-être ce n'est pas vos questions. Donc, je ne répondrai qu'à vos questions et en ça, je reste agile parce que le contenu, c'est vous qui allez le définir. Mhm. OK? Donc, dans Ouais. vos activités professionnelles, quels que soient les métiers, l'agilité, ça a du sens. Il y a des métiers un peu compliqués avec le légal, par exemple. Quand il y a un texte de loi qui tombe et j'ai des équipes de développement logiciel qui sont embêtées avec ça, hein. Quand un texte de loi tombe, il faut le développer dans 3 semaines. Oui, mais on n'a pas l'esprit de la loi. Aujourd'hui, c'est des vraies problématiques pour les développeurs d'applications qui suivent les nouvelles normes. Alors, en plus, on a un gouvernement qui produit, qui produit, qui produit. Donc, ils sont sous l'eau et ils n'ont pas l'esprit de la loi. Donc, ils ne peuvent pas manœuvrer, ils ne peuvent pas, voilà, ils peuvent pas trouver une solution qui leur soit adaptée pour être le plus efficace possible. On en revient au dernier principe. On ne leur permet pas de faire en fonction de leur savoir. Mhm. Mais en dehors de ces contextes-là, dès qu'on a accès aux clients et qu'on peut discuter, c'est pas mal. Pour ce genre d'équipe-là, avec le légal, moi je pousse, hein, alors comme ce sera rediffusé, je le dis, mais pour ceux qui peuvent, aller voir les députés. Enfin, c'est eux qui écrivent les lois. Donc, est-ce que le député ne pourrait pas venir dans l'entreprise pour expliquer l'esprit de la loi ce truc qu'on doit développer, quoi. Parce que c'est plein d'entreprises derrière qui vont en profiter de ce logiciel. Et mieux on le développera, mieux notre bassin professionnel va pouvoir travailler. Donc notre député, il a tout intérêt à venir expliquer un peu ça. Donc j'invite à le faire. C'est pas facile, mais il faut essayer quand même. Et je vois ta question après, la fin. La fin, Ouais. c'est quand les ressources et le délai est fini. Je sais pas, Euh, c'est... c'est possible.
c'est possible. Mais ce n'est pas que ça. Ce qu'on va surtout chercher à atteindre, c'est que le client soit tellement satisfait du produit incomplet qu'il a, qu'il souhaite s'arrêter. Alors, je dis bien incomplet et pas fini. Tout ce qu'on a livré est fini, tous ces petits bouts sont finis, tous ces petits bouts mis ensemble font un produit fini. Il y a la doc, il a été testé, éprouvé, etc. Mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui avaient été imaginées au début. Mais juste à un moment, le client se dit, bah, en fait, là, on est d'accord, on a commencé par livrer ce qui avait le plus de valeur. Donc, le Ouais. ramp-up de la valeur, il monte, mais au bout d'un moment, ça se tasse, puisque bah, on va attaquer les fonctions qui ont moins de valeur, puisqu'on a fait ce qui avait Ouais. le plus de valeur avant. Bah, au bout d'un moment, quelle est la valeur de ce qu'on est en train de produire? Le client va se rendre compte, et puis on va l'y aider aussi. Est-ce que tu crois vraiment qu'on va encore faire 2-3 itérations pour ces fonctionnalités que personne ne t'a demandé? Mhm. Ça vaut le coup de s'arrêter. Donc là aussi, ça peut être une fin. On est avant d'avoir fini les ressources, avant d'avoir fini les délais. Il nous reste de la marge, mais finalement, on a atteint ce qui suffit au client. Et ça veut dire par rapport au triangle, je ne vais pas revenir parce que ça me fait des manips en trop, mais euh, on se rend compte que en fait, le périmètre aussi, c'est restreint. Mais c'est le client qui est bien avec ça, en fait. Il avait Ouais. prévu trop de choses, donc on a réduit le délai, le périmètre et les ressources. Et ça fait un client qui est tellement heureux de son produit qu'on est sûr que son prochain produit, c'est avec nous qu'il va le faire. Mhm. C'est en ça où on gagne la confiance du client. Mhm. Voilà. Bon, après, c'est plus commercial la question, mais c'est vrai que ouais, quand il y a des changements, des changements tardifs d'envie de la part du client Ouais. ben là, ça peut, du coup, les délais et les ressources sont un peu épuisés par rapport à ce qui avait été demandé. Du coup, c'est un peu, bon, ben, c'est un nouveau contrat. Enfin, comment ça se passe? Ça se passe tout naturellement, on ne change rien. Enfin, on ne fait rien de particulier, en fait. Euh, on est dans un cadre contractuel qui nous a dit on fixe les délais et on fixe les ressources, le coût. Mais on ne Ouais, fixe pas le périmètre. Et donc, ouais. si pendant le temps où on développe, donc ce temps qu'on s'est donné pour pouvoir développer le bon produit, on veut changer des choses, tout ce qui n'a pas été développé, aucun impact, puisqu'on ne l'a pas développé encore. Ce n'était pas le Oui. plus important, donc on s'en fout, ça viendra plus tard. Ce qu'on a déjà développé, et on se rend compte qu'il faut changer, Mhm. c'est déjà payé, en fait. C'est déjà été facturé. Et donc, si le client veut développer une modification de ce qui a déjà été fait, c'est un nouveau cycle de développement qui intervient pour faire les modifs. Donc, ça va être à payer. Et c'est pris sur les délais et les coûts qui ont été prévus. Donc, Oui. tout ce qui reste après, ça veut dire que il y a peut-être moins de choses encore qu'on va réussir à faire rentrer là-dedans. Mais Oui, toujours pareil, comme on est systématiquement en train de livrer ce qui a le plus de valeur, ce qui va disparaître à la fin, c'est ce qui les a le moins goodies. de valeur. Ouais. Donc, la question peut se poser, le client veut changer, ok, tu veux vraiment changer, parce que si ça n'a pas de valeur ou si c'est peanuts et tu te rends compte que ce n'est pas pixel perfect, Mhm. franchement, c'est maintenant que tu veux le faire au risque de voir des trucs disparaître à la fin ou c'est moins important que ce qui est déjà à la fin? Parce qu'auquel cas, ça, mets-le à la fin. Mhm. Après, regarde, où est-ce que tu veux le mettre dans ce qui rajoute de la valeur? Et en fait, plus il le recule, plus peut-être il ne le fera jamais, cette petite Mhm. modification. Et si ça a vraiment de la valeur, ça a du sens de le faire maintenant et de perdre ce qui est tout au fond là-bas. D'accord. Donc, en termes d'incidence, c'est nouveau comme approche, enfin, c'est pas habituel, mais normalement, le client, il a tout intérêt à travailler comme ça, en fait. On travaille vraiment à son bénéfice. Oui, en fait, du coup, tu décides de ce qui doit être livré au fur et à mesure avec le client en fonction de l'importance que ça a. Et Mm. donc, ok. Ouais. Tu revois le plan en permanence. D'accord. Ok. Et après, comment... Non, enfin, en fait, non. Tu as trouvé ta Après, enfin, réponse? quand tu accompagnes en tant que coach agile, Ouais. comment ça se traduit dans ton accompagnement? Tu regardes si les principes et les principes sont appliqués ou pas, et là où ça n'est pas appliqué, tu vas essayer de les faire appliquer, c'est ça, entre guillemets? C'est une super Pareil. question et je suis sûr de ne pas avoir la réponse.
Ah, Parce que je pense que je crée systématiquement ma stratégie après 1 ou 2 jours. Bon, d'accord. l'entretien de départ m'aide à voir dans quel contexte j'arrive. Par rapport à mon vécu, j'arrive à avoir une idée. Mais je sais que le plan, voilà, le plan ne tient pas. La rencontre avec l'équipe le premier jour, tout s'effondre. Donc au début, je le vois et je le fais de façon très empirique. Voilà, je vois qu'est-ce qui manque, quels sont leurs freins, quels sont leurs blocages et quelles sont les réponses que l'agilité peut leur apporter. Mhm, Voilà, en ce moment, je me rends compte qu'il y a une équipe qui avance bien sur l'état d'esprit agile, mhm. qui a bien avancé en tout cas sur la compréhension de ce qu'était l'état d'esprit. Ils n'ont pas encore vraiment l'état d'esprit. Et je vois bien que sur les principes, ça pêche, mais grave. Et certaines valeurs, des fois, ils déconnent un peu. Je vais pouvoir avancer sur les valeurs et les principes parce qu'ils ont le bon état d'esprit. Et il y a des équipes sur lesquelles j'ai eu commencé par leur dire ce qu'étaient les valeurs et les principes, et après ils essayent de les appliquer. Mais comme il n'y a pas eu de travail sur l'état d'esprit, ça ne marche pas. Mhm. Donc en gros, le schéma que j'ai présenté là, il est cet oignon dans lequel on commence par le mindset. C'est ce qui donne les résultats les plus efficaces. Ok. Voilà. Et combien de temps ça prend à peu près d'accompagner une équipe quand tu es coach agile? Ça dépend. Il y a des coachs qui font des. Alors ça dépend des. Bon, ça dépend des missions, ça dépend des contextes. Je vais te dire qu'il y a toutes les réponses. Moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est des contextes dans lesquels il sera entendu que on va chercher à minimiser mon impact, mon temps d'intervention auprès de l'équipe. Ça veut dire que si au bout de 9 mois, l'équipe n'est pas en train de dire qu'il faut que je parte parce que je ne sers plus à rien, pas parce qu'ils me font la gueule, hein, mais parce que je ne sers plus à rien, si au bout de 9 mois je ne suis pas arrivé, ça veut dire que je n'ai pas été bon. Voilà. Très rapidement, il faut qu'ils montent en autonomie, il faut que le plus rapidement possible, ils puissent dire que je ne leur sers plus à rien. D'accord. Voilà. Et il y a d'autres coachs qui répondent aussi et, d'une façon que demandent les clients. Ça peut être des missions de 2 ans chez des clients. Mais ce n'est pas la même approche. On va être plus dans du consulting que dans du coaching. Mhm. Et c'est là où moi je vois la différence d'approche, c'est que quand j'applique au maximum ce qu'est le coaching, Mhm. et que je laisse tomber mon côté consultant, formateur, doudou, en gros, ben oui, mais ça va vachement plus vite quand je joue le coach que quand je joue le consultant agile. Voilà. Quand je joue le D'accord. consultant agile, ben, ils m'attendent, quoi. Et donc ils attendent de savoir tout ce que je sais. Moi, ça fait Mhm. des années que je travaille ce sujet-là. Ils Donc, développent pas leur intelligence. je ne vais Moi. pas mettre de jugement parce que c'est juste pas ma façon de faire et en tout cas, c'est pas les résultats que j'ai envie de donner. Moi, j'ai Mhm. envie d'être pas longtemps. Mais du coup, ça veut dire aussi que je me permets d'être plus cher. Tu vois. Donc, je dis pas que c'est tout bénéf pour le client. Je dis que c'est une Mhm. façon de voir les choses. Voilà. Ok. Et quand est-ce que tu sais que, bah justement, quand est-ce que tu estimes que l'équipe que tu as accompagnée, ça y est, elle est autonome? C'est le client qui te dit au revoir? Ouais, c'est le client qui me dit va-t'en. Ok. Voilà, sinon, si l'équipe, en fait, je le questionne régulièrement, hein. Au bout d'un certain temps, avec mon équipe, en fait, en quoi je peux être utile? Mhm. Voilà. Mais des fois, il y a des gens qui me disent bah là, rien. Alors, ça peut être une phase où effectivement, bah là, il y a du travail à faire ailleurs, donc chacun va avancer. Mais globalement, quand je vois que 80% de l'équipe me dit je ne sers à rien, bah, soit on passe en coaching individuel, mais c'est toujours Mhm. peine de coacher l'équipe, soit on peut même dire bah, on peut arrêter là, du coup. S'il n'y a plus de demande, voilà. Vous êtes arrivé au niveau d'agilité que vous souhaitiez atteindre. Ouais. Je peux vous dire tout ce qui existe d'autre, mais vous faire appliquer l'agilité pour l'agilité à 100%, c'est à moi que je réponds. C'est Oui. votre demande, elle est à de la performance, elle est à plus d'efficacité, une meilleure ambiance, de l'intelligence collective. Elle n'est pas à savoir appliquer Agile de A à Z. Vous n'allez pas être tamponné sur votre compétence Agile. Oui, oui. Vous allez être tamponné sur ce que vous avez produit, et la Mhm. qualité et la performance. Voilà. Mhm. Donc voilà, plutôt comment je détermine la fin de mes sujets. Ok. Ok, ok. Bon.
Je peux pas rester plus longtemps parce qu'il y a les enfants. Ben ouais, Mais en tout cas, merci. les enfants. C'était chouette. Avec plaisir. Donc, Et- tu es toute seule. Tu m'autorises à le diffuser, Oui, cet bien sûr, pas de enregistrement? souci. Pas Alors, de si souci. enregistrement il y a, je ne sais pas si ça va marcher, mais voilà, je ferai peut-être quelques coupes pour éviter les trucs un peu brouillons, mais ce sera Ouais, diffusé. pas de Ok. souci. Merci Hélène. Ben, ciao, À bonne la soirée. prochaine et au prochain webinaire pour la formation. Ouais, avec plaisir. Allez, ciao. Bye.